Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, donc tous les 4, enfin tous les 5 avec Laura. Donc nous avons dans l'ordre Simon Valastro, Sébastien Berthaud, Bruno Boucher et Nicolas Paul. Donc nous les recevons ce soir à l'occasion de leurs créations respectives qui se sont données la semaine passée sur la scène du Palais Garnier. Ces créations étaient le fruit de leur travail au sein de l'Académie chorégraphique de l'Opéra national de Paris. Ils ont notamment pu travailler avec William Forsythe, qui était artiste invité la saison passée. Donc je pense que nous étions nombreux dans la salle la semaine passée pour accueillir leurs différents univers. Donc la soirée commençait avec Renaissance de Sébastien Berthaud, un ballet néoclassique qui était un hommage à la technique française du ballet de l'opéra. Il y avait ensuite The Little Match Girl Passion de Simon Valastro, un véritable conte dansant inspiré donc de La petite fille aux allumettes, le conte d'Andersen. Ensuite, nous avions Undoing World de Bruno Boucher qui évoquait les péripéties périlleuses des migrants d'aujourd'hui. Et enfin, la soirée s'est terminée avec 7 mètres et demi au-dessus de la montagne de Nicolas Paul, avec un univers inspiré du Moyen-Âge, notamment sur des motets de cette période. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir malgré la chaleur. On a un ventilateur, j'espère que ça va aller pour la soirée. On a aussi, nous, de quoi jouer à Kitry, mais bref. Donc merci vraiment d'être là et d'être là pour ces 4 chorégraphes. J'imagine que la majorité d'entre vous avait peut-être vu le spectacle la semaine dernière. La série était courte, il y a eu 4 spectacles. C'est déjà terminé, mais on va revenir dessus rapidement pour ces 4 danseurs chorégraphes que vous connaissez, j'imagine aussi comme danseurs, mais qui ont tous fait partie, comme le rappelait Raphaël, de l'Académie chorégraphique de l'Opéra de Paris. Alors je ne sais pas comment vous avez perçu le spectacle la semaine dernière, mais quel que soit l'avis ou l'opinion qu'on peut avoir sur les pièces individuelles de la soirée, personnellement, j'ai trouvé ça rafraîchissant d'avoir 4 créations à la fois dans la soirée, 4 voix issues de l'Opéra de Paris, issues du corps de ballet, issues de la formation de la maison, qui connaissent son histoire et qui connaissent aussi ses danseurs, qui ont mis en valeur notamment les talents de leurs collègues d'une manière qu'un chorégraphe extérieur qui vient seulement pour une création n'a pas toujours le temps de le faire, tout simplement. Donc, tout simplement pour commencer, je voulais leur demander comment est-ce qu'on arrive à la chorégraphie quand on est danseur de l'Opéra de Paris, puisqu'il n'y a pas, avant l'instauration, avant la création de l'Académie chorégraphique, il n'y avait pas de formation en place chorégraphique ni au sein de l'école de danse de l'Opéra de Paris, ni au sein du ballet. Donc comment vient l'envie de chorégraphier quand on a été formé à être danseur et interprète? D'où elle est venue pour chacun d'entre vous? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui. Ah, je suis désolée. Je voudrais simplement que chacun des chorégraphes dise le nom de sa chorégraphie, parce que ça permettrait de suivre facilement. Sinon, très bien. Entre les noms des chorégraphes, entre les noms des pièces, mettre chaque chose en face de chaque chorégraphe, c'est loin d'être évident. On va essayer de rappeler. Alors, je fais juste un tout petit rappel du coup rapide dans l'ordre. Donc, nous avons dans l'ordre des pièces de la soirée, nous avons Sébastien Berthaud qui avait créé Renaissance, tout à fait. Ensuite, c'était Simon Valastro avec The Little Match Girl Passion, la passion de la petite fille aux allumettes. La 3e pièce, c'était Bruno Boucher avec Undoing World, et la 4e et dernière, Nicolas Paul avec 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si je ne me trompe pas dans la mesure. Voilà. Pardon. Donc voilà, mais n'hésitez pas à rappeler du coup les pièces au fur et à mesure de la discussion. Donc pour ce qui est de vos débuts ou de ce qui vous a amené à devenir chorégraphe, qui voudrait s'exprimer à ce sujet? D'où est venue cette envie pour vous à l'origine, bien avant d'arriver à l'Académie chorégraphique de l'Opéra? Simon? Nicolas? Allez. L'envie, tout simplement. L'envie d'essayer et aussi peut-être... Lorsque je regardais certains ballets, il m'est arrivé de me poser la question, de me dire, et si c'était moi le chorégraphe, qu'est-ce que je ferais Est-ce que je ferais différemment Voilà, donc ça a commencé comme ça. Mais au début, on ne sait pas vraiment si on est doué pour ça. Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, la première fois, je ne savais pas si ça allait me plaire, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Donc, c'est un essai, ça a commencé avec un essai. Sébastien?
Alors, pour moi, ça a été quelque chose d'assez naturel. Depuis tout petit, j'ai eu envie de faire ça. J'ai fait ma première création à l'âge de 13 ans. J'ai fait le CNSM avant l'école de danse de l'Opéra, où j'avais déjà suivi des workshops de création avec Christine Gérard en danse contemporaine. Et voilà, ça fait partie de quelque chose qui m'est naturel. J'aime autant danser que chorégraphier, qu'enseigner, que voir un spectacle. Pour moi, c'est une même manière de vivre ma passion pour la danse. Et j'ai toujours continué de manière assez fréquente, tous les 1 an ou 2, depuis que je suis rentré dans l'opéra il y a déjà 17 ans, à faire une création. Voilà, donc c'est à la fois le fruit du travail à l'académie, mais c'est en même temps un grand continuum qui commence dès l'adolescence, en fait, pour moi. Bruno, on fait toute la table. Oui, c'est une histoire de désir, je crois. Enfin, ça se manifeste un peu... Il n'y a pas forcément une réflexion qui se fait. Il y a quelque chose. Voilà, on a des images, on a des idées, et puis le vecteur qu'on a, en tout cas en tant qu'artiste, puis vu notre formation, c'est la danse. Donc c'est une façon de le mettre sur un plateau. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de fonder une compagnie Incidence chorégraphique où on avait présenté nos premiers travaux avec Nicolas. Donc c'était une façon justement avec des danseurs d'une même génération de répondre à ce désir. Après, Sébastien et Simon ont eu aussi l'occasion de donner leur chorégraphie dans ce cadre-là. Premièrement, moi je me suis mis un peu en retrait, je préférais écrire sur mes cahiers et puis avoir un rapport à la création qui était plus littéraire. Et puis un jour je me suis lancé. Voilà. Nicolas ? Bonsoir. Pour ma part, je ne crois pas que je le définirais comme un désir au départ. Du plus loin dont je me souviens, je crois que c'est plutôt de l'ordre du besoin. Je me souviens que déjà tout petit, avant les vrais premiers cours de classique, donc je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, il y avait ce besoin de mettre une musique et puis de bouger dessus. Et puis, enfin, alors, évidemment, on est très loin de l'acte chorégraphique réfléchi et pensé, assumé, etc. Mais en fait, je le relie à ça au départ, quoi. C'est finalement chorégraphier, c'est faire jouir de la possibilité du choix des pas, quoi. Alors évidemment, après, on découvre que c'est pas que ça, c'est aussi développer un propos, développer une scénographie, un rapport musical, etc. Mais ça, c'est une sorte d'enrichissement par rapport à ce besoin de départ, quoi. Mais le besoin de départ, c'est de ressentir cette liberté sans limite que nous offre le corps, notre corps dansant, en fait. Et cette liberté, je trouve qu'on ne l'éprouve pas de la même façon en tant qu'interprète, puisqu'on se donne pour but de faire sienne la liberté d'autrui et d'arriver à se sentir libre dans ce que quelqu'un d'autre nous impose. Ça, c'est le gros travail d'interprète. Le travail du chorégraphe, je crois que c'est d'arriver à continuer à jouir de sa liberté enfantine. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, pour moi, c'est très très vieux, quoi. Après, l'envie vraiment de chorégraphier, le passage à l'acte, c'est Bruno qui m'a mis le pied à l'étrier. Il montait des spectacles à côté de l'opéra avec son groupe. Il m'a proposé. Moi, j'étais tout de suite partant parce que ça m'a paru finalement naturel, bien que très comment dire, intimidant au départ. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation, non, je crois. Voilà ce que je peux en dire. Je me demandais, dans une carrière de danseur, étant donné que les plannings sont chargés, on est danseur à temps plein, mais malgré tout, pour arriver à s'assumer et à se présenter comme chorégraphe, il faut aussi pouvoir se former à côté, commencer à faire des petites pièces, à travailler, à expérimenter. Quels sont les défis de ce parcours? Comment est-ce qu'on se forme comme chorégraphe quand on est danseur? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le passage de l'un à l'autre pour vous? La question, c'est est-ce qu'il y a un passage? Est-ce que... je pense que ça n'a pas la... Ça se place pas pareil. En fait, c'est pas au même endroit que ça se passe. La question après de l'organisation, moi,
Oui, Nicolas, il parle de besoin, c'est peut-être quelque chose de plus primitif, peut-être de plus juste, c'est qu'on ne se pose même pas la question. À un moment donné, c'est qu'on organise les choses en fonction de répondre à cette chose-là. Et je pense qu'au cœur de la démarche du chorégraphe, mais peut-être pour d'autres artistes, c'est pareil, c'est se confronter toujours à ce besoin et cette liberté dont parle Nicolas, mais qui se confondent toujours au réel. Donc on est toujours à devoir se limiter, en tout cas, ou faire une espèce de compromis avec le réel. Et c'est en ça où moi je reviens beaucoup à cette phrase que dit William Forsythe, qu'une fois qu'on comprend vraiment que faire de la chorégraphie, c'est toujours résister. Moi je l'entends dans le fait d'une résistance à essayer de faire que toute cette liberté, sans limite de la pensée, de l'élaboration, tout d'un coup doit se confronter à une organisation. Il est clair qu'avant l'Académie de chorégraphie, Brigitte Lefebvre, elle a sans mettre ça sous une entité d'académie, elle avait aussi su répondre aux désirs de chorégraphe de différentes manières. Et c'est dans cette formation aussi de quelque part, avant d'accéder peut-être à un luxe de production d'une maison, c'est aussi, je pense, se confronter, à mettre un peu les mains dans la glaise, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est dans cette confrontation-là. Ouais, Sébastien, Simon, comment se sont passées les premières fois de chorégraphe? Comment s'est passé le passage de l'autre côté du miroir, quand on doit se placer devant les danseurs en studio et leur dire quoi faire? Alors, je pense que le défi majeur, pour moi, ça a été de gagner en crédibilité, en fait. Parce que quand on commence de zéro, on a des danseurs en face qui sont des danseurs professionnels, qui ont travaillé avec des grands chorégraphes. Alors comment être crédible, en fait? Comment amener tout le groupe avec nous? Parce qu'en fait, on a une idée au départ, mais cette idée, je crois que nous sommes les seuls à y croire au début. Et même, parfois, nous-mêmes, nous n'y croyons pas à fond, parce que nous ne sommes pas sûrs que après, une fois l'idée mise en réalité, elle va être fidèle à notre fantasme. Donc oui, je pense que le défi majeur pour moi, c'était ça, en fait. C'était de faire croire à mes danseurs que ça valait le coup de venir avec moi. Et pour moi, le défi majeur, c'est que moi, je passe par mon propre corps de danseur pour chorégraphier. Je passe par mon instinct de danseur par rapport à la musique. Et après, j'essaie de le transposer. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup fait des petites pièces avec des duos, des trios, des quatuors, qui correspondaient aussi à l'économie parallèle, dans laquelle on n'est plus propice à évoluer en dehors de l'opéra. Et ici, l'enjeu, c'était de créer une grande pièce pour la compagnie. Et donc, c'est aussi une autre échelle. Il y a la question de la crédibilité, parce que c'est vrai aussi qu'on a plus ou moins le même âge que les autres danseurs, donc il n'y a pas non plus cette hiérarchie innée d'autorité avec les artistes, et il faut aussi gagner leur confiance et leur respect pour pouvoir travailler avec eux. On se connaît tous très bien, nos qualités, nos défauts, il faut savoir l'articuler. Après, c'est aussi par rapport au choix des danseurs. Moi, je sais que j'ai choisi des danseurs que j'admire, mais aussi des danseurs avec lesquels je me sens en confiance, avec lesquels je pouvais laisser libre cours à ma créativité. Et ça a été aussi très important dans le choix. Après, cette question de la crédibilité, c'est aussi... Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être assistant William Forsythe l'année dernière, et cette opportunité m'a permis aussi de passer aussi aux yeux des autres danseurs de l'autre côté du miroir. Mais c'est pas rien quand on est dans le corps de ballet comme moi, par exemple, d'avoir à faire travailler une danseuse étoile, voilà, qui a aussi une grande expertise. Et qu'est-ce que moi, je peux essayer de lui apporter avec mon regard. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses comme ça qui doivent se coordonner mais qui font tout l'enjeu de cette création dans le cadre de l'opéra. Parce que c'est une création vraiment qui s'inscrit dans un cadre très précis, qui nous englobe aussi en tant qu'artiste, interprète. Voilà. C'est qu'une création dans un autre cadre aurait d'autres enjeux aussi. Voilà. Et oui, c'est vrai que Bruno le rappelait, il y a eu des espaces d'expression, bien entendu, avant l'Académie chorégraphique de l'Opéra de Paris. Nicolas Paul a créé une pièce déjà pour Garnier en 2009, si je ne me trompe pas, réplique. Oui. Pour les trois autres, c'était leur première expérience de la scène de Garnier. Mais, donc, il y avait des espaces d'expression, mais l'Académie chorégraphique a cherché à formaliser d'une certaine manière, si ce n'est la formation au sens
donner des cours, je ne pense pas que vous ayez eu peut-être des cours donc, précis de chorégraphie, mais en tout cas l'accompagnement des jeunes chorégraphes. Qu'est-ce que cette académie a changé pour vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu cette année passée dans ce cadre? Et comment est-ce qu'elle s'organisait? Qui veut répondre à ça? Moi, je réponds. Voilà, je comme ça. Comme vous le savez, c'est un projet qui a avorté, finalement, puisque Benjamin Pilpied a quitté la direction de manière très soudaine. Donc, malheureusement, ce programme de formation n'a pas pu avoir lieu. Il était très pertinent dans son projet, c'est-à-dire que Benjamin Pilpied revenait à une tradition du ballet qui était que les créateurs, en tout cas ceux qui écrivaient la danse, étaient issus du ballet, c'était les maîtres de ballet. Donc son académie partait de ce principe-là. Ensuite, on a eu, sur les quelques rendez-vous qu'on a pu avoir, c'était aussi justement de sortir de cette place d'interprète qui demande beaucoup dans la maison et d'aller prendre conscience de comment s'organisait une répétition d'orchestre avec un opéra, échanger avec l'assistant de Philippe Jordan par exemple. Ça a été vraiment une connaissance très fine de savoir comment se positionner les choses. Voilà. Et puis il y a eu cette rencontre quand même avec William Forsythe, 15 jours d'ateliers, mais surtout de rencontres, de discussions, et ça a été surtout des échanges sur qu'est-ce qu'être chorégraphe, mais pas dans une manière. Il avait, je crois, vous me dites si je me trompe, il n'avait pas le sentiment qu'on puisse apprendre à être chorégraphe, mais qu'on parle plutôt de qu'est-ce qui nous amène à ça, ce qu'on ressent quand on vient délivrer une pièce, pourquoi aller dans cette direction-là, questionner le rapport à l'espace, au plateau, à la pensée aussi, parce que c'est quelqu'un qui pensait énormément. Et voilà, on n'a pas pu vraiment aborder tout ce qu'aurait pu nous apporter cette académie. Il y avait aussi des cours justement de replacer cette formation dans des cours d'histoire de la danse qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais je pense que c'est une formation qui pourrait être pertinente dans le cadre d'un ballet. Et Nicolas, pour ce qui a eu lieu du coup dans le cadre de cette académie, qu'est-ce que l'année a changé dans votre pratique chorégraphique, si elle a changé quelque chose? Dans la pratique en elle-même, je dirais peut-être pas. Bon, vous le rappeliez, j'ai un parcours où j'ai eu la chance avec Brigitte Lefebvre de déjà faire une pièce pour la compagnie, et puis je suis allé un peu dans d'autres compagnies, faire un travail avec Robert Carsen aussi, etc. Donc j'ai déjà fait deux, trois choses qui font que j'ai déjà, entre guillemets, un peu mon processus et ma façon de travailler. Donc je ne peux pas dire que ça ait bouleversé ça de fond en comble. Après, il y a 2-3 discussions avec Bill où justement la façon dont il pouvait penser le lien direct entre la partie artistique et la partie communication, finance, que je trouvais... moi, c'est des choses que j'ai tendance à beaucoup mettre trop de côté, en fait, et à complètement... alors que lui arrive, dans sa façon de le dire, à le penser comme une part du cadre dans lequel on va peindre. Donc en fait, ça m'a beaucoup éclairé, parce que c'était vraiment tout un aspect de mon travail que j'ai tendance à juste écarter, parce que je crois que j'avais pas cette clé qu'il a su m'énoncer aussi clairement qu'il l'a fait, qu'il fallait prendre ça comme un des outils pour arriver tout simplement à créer ce qu'on a envie de créer, quoi. Et c'est vrai que le fait qu'il me l'énonce comme ça a un petit peu désenclenché quelque chose. Et puis il y avait les rencontres avec les artistes du Palais de Tokyo que Benjamin a mis en place aussi, qui avait déjà eu lieu avant le début de l'académie, mais qui a perduré pendant l'académie. Et donc on a chacun collaboré avec un artiste du Palais de Tokyo, du pavillon de Flitz, les artistes en résidence au pavillon. Et ces rencontres-là ont été très, très, très intéressantes pour ma part. Les 2 années d'ailleurs. La deuxième, ça s'est passé au Palais Garnier, donc il y avait un côté un peu plus,
j'allais dire casanier pour nous, parce que ça se passait au Palais Garnier. L'autre fois, c'était au Palais de Tokyo. Donc les pièces qu'on avait proposées étaient encore plus typées et peut-être avec encore plus de dialogue avec le côté art plastique, etc. Donc ça m'avait peut-être encore plus intéressé la première fois. Mais en tout cas, le dialogue avec ce milieu-là était vraiment très, très formateur. Ouais. Et Simon Valastro, peut-être, vous avez peut-être un peu moins d'expérience que d'autres dans le domaine chorégraphique au moment où l'Académie chorégraphique a été instaurée, tout en ayant aussi quand même réalisé des pièces, notamment pour les jeunes danseurs chorégraphes. Comment est-ce que vous avez vécu cette année-là? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, qu'on soit clair, il y a eu très peu. Hein. L'Académie a été une très bonne idée qui était à ses débuts. Elle aurait mérité d'être mieux développée. Plus développé en tout cas. Voilà. Ça a pris plus de temps que prévu. C'est pour ça que d'une année de formation, ça avait glissé à 2 années pour justement nous permettre d'avoir des cours, etc. Et puis tout s'est arrêté finalement. Mais ne serait-ce que psychologiquement, d'avoir été choisi pour faire partie de cette académie, ça m'a mis dans une position d'apprenti en fait. Donc à partir de ce moment-là, mais c'était presque inconsciemment. Hein. Tous les spectacles que je suis allé regarder, soit dans des théâtres, soit en vidéo, je ne les regardais pas avec un œil de spectateur, mais avec un œil d'apprenti chorégraphe, en fait, d'académicien. Donc, avec une analyse profonde, parfois très profonde, de ce que je regardais. Donc, peut-être avec un peu moins de plaisir, mais avec un peu plus d'analyse. Et donc, je pense que ça a vraiment été très utile pour moi, cette académie. Même si concrètement, je ne peux pas dire d'avoir appris énormément de choses, mais ça m'a mis dans un état psychologique, vraiment où j'ai pu me focaliser sur ça, où j'ai pu me poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me donne du plaisir? Comment je pourrais développer ça? Et donc, oui, je trouve que ça a été quand même très positif pour moi. Donc la soirée de la semaine dernière a été l'aboutissement malgré tout de cette académie chorégraphique qui effectivement aura été de courte durée malheureusement. Comment est-ce que vous avez vécu le fait, pour ceux d'entre vous qui n'aviez pas cette expérience-là, de chorégraphier pour la scène de Garnier, qui est un autre défi quand on a fait des créations pour l'amphithéâtre de Bastille, pour des petites scènes, mais quand on fait face à une création à Garnier, il y a aussi tout un éventail de questions techniques qui se posent, de travail avec l'orchestre, etc. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de création un peu unique? Sébastien, peut-être? On avait des chanteurs quand même, c'était une percussion. C'est vrai, excusez-moi. En fait, moi j'ai un parcours chorégraphique qui est très en parallèle à mon métier d'interprète. J'ai commencé à l'amphithéâtre Bastille, toutes les soirées danseurs chorégraphes. En fait, j'avais déjà fait pour la scène de Garnier, puisqu'un de mes duos, Fugitif, avait été repris aux jeunes danseurs. Et j'avais fait, comme Simonet, 2 fois les soirées musique et danse, et danse et percussion. Donc on avait déjà une expérience de ce plateau, de la communication avec les équipes techniques et l'ampleur que ça comprend. Mais c'est vrai que là, il y avait aussi le nombre de danseurs, et c'était peut-être plus à ce niveau-là que l'enjeu se jouait. Voilà. Du coup, est-ce que le stress est important quand on se retrouve dans la position de devoir faire une création qui est programmée dans la saison régulière de Garnier, sur cette scène, comment est-ce que vous avez vécu les répétitions? Après, le stress, il est au niveau de l'importance immense qu'on accorde évidemment à cette occasion de créer pour la scène de l'Opéra Garnier. On est tous là depuis au moins 20 ans. On en rêve de cette création, enfin tous depuis des années. C'est un passage qu'on n'a pas envie de rater, donc forcément il y a énormément d'appréhension. Après, c'est vrai que moi, l'Académie, ce qui a été vraiment très intéressant, c'était que j'ai eu accès à des commandes institutionnelles qui sont très difficiles d'accès pour des jeunes chorégraphes en dehors d'un cadre qui est demandé par une direction. Donc c'est vrai qu'avec Simonet, on a créé pour le CNSNDP, donc c'était avec des élèves dans un vrai théâtre. Voilà. Il y a eu cette collaboration avec le Palais de Tokyo. Ça aussi, c'était aussi un enjeu, une exposition, des exigences de part et d'autre. Et il y a eu donc cette grande programmation qui s'intègre complètement dans la saison, avec le même type d'organisation et de relation aussi avec les services internes de l'opéra que n'importe quel autre grand chorégraphe. Ça, effectivement, c'est un enjeu. Et en même temps, c'est vrai que étant
Dans cette compagnie, on connaît aussi très bien les arcanes, on sait ce qui marche pas. Donc on a aussi essayé d'optimiser, je pense, notre expertise de danseur pour mener au mieux le projet. Et du coup, quelle liberté vous avez eu tous dans le cadre de la conception des pièces pour cette soirée? Est-ce que la liberté était totale sur le plan de la musique, des costumes, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez amené tous les éléments du projet, ou est-ce qu'il y a eu un dialogue avec la direction Sur le plan artistique, enfin pour ma part en tout cas j'étais 100% libre, mais je crois que c'est le cas de mes 4 collègues, enfin mes 3 collègues pardon. Non, disons que le seul cadre qui s'impose à nous, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les contraintes techniques, les contraintes de temps de répétition et les contraintes budgétaires. Mais sinon, la façon dont chacun a développé son projet, c'était 100% libre, quoi. J'ai pas grand-chose à ajouter de ce que dit Nicolas. On était totalement libre de traiter du sujet qu'on souhaitait dans un certain cadre donné, bien sûr. Après, comme je disais tout à l'heure, on se confronte aussi à une certaine réalité. Et c'est là qu'on apprend énormément, et c'est là qu'on aurait réellement besoin d'être encadré en tant que jeune chorégraphe. Parce qu'on peut aller vers des impasses, puisque voilà, et c'est là où je pense que l'encadrement d'une académie est tout à fait pertinent. Venons-en peut-être Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais me permettre de revenir sur la question précédente par rapport à la manière dont on a, voilà, quand on a appris qu'on allait faire une création pour l'Opéra Garnier. C'était très stressant. C'était très très stressant en fait, parce qu'en fait, imaginez-vous, en fait, c'est l'aboutissement d'un cursus, sauf qu'il n'y a pratiquement pas eu de cursus, donc en fait, on est censé montrer un travail qu'on n'a pas vraiment fait. Donc oui, c'était ça. Au début, lorsque Benjamin Millepied nous a annoncé la chose, c'était très très stressant parce qu'en fait, je me voyais au pied d'une énorme montagne. En fait, je me disais, il faut que j'arrive à ce but-là, et c'est énorme. Mais en fait, mon stress, il est parti au fur et à mesure du processus. C'est-à-dire que le soir de la première, j'étais étonnamment détendu, comme si en fait, moi j'avais fait ce que j'avais à faire en fait. J'ai eu 1 an pour préparer mon projet. Je sais pas comment tu fais. Et t'es pas d'accord? Non, c'est juste, je suis admiratif. Je sais pas comment te dire, mais en fait, par rapport au stress du danseur qui, en général, augmente au fur et à mesure que la première s'approche, moi, c'était plutôt l'inverse. Au fur et à mesure que j'avais transmis toute mon idée en réel, je me sentais déchargé de ma mission, en fait. Donc, voilà. Je vais vous parler un peu de chacune de vos pièces. Peut-être qu'on peut les faire dans l'ordre, tout simplement. Mais Sébastien, pour commencer avec Renaissance, pourquoi est-ce que vous êtes parti dans la direction du coup, de ce travail sur la technique classique, sur l'école française, avec les danseurs que vous avez choisis? Comment est-ce que la structure s'est imposée à vous pour ce projet? Alors en fait, c'est une création qui est dans le temps et dans l'espace très marquée pour moi. C'est-à-dire que ça arrive, donc j'ai 35 ans, c'est une forme d'aboutissement aussi de nombreuses saisons en tant que danseur, de rêve en tant que chorégraphe. Et c'est un passage qui n'est pas obligatoire d'avoir cette opportunité-là. Et j'avais vraiment envie d'en profiter, que ça ressemble à ce que je suis, ce que j'avais au fond de moi. Et c'est vrai que j'avais beaucoup dansé des pièces contemporaines ces dernières années, j'avais fait des explorations un petit peu aussi comme des esquisses dans différentes directions. Mais en réfléchissant, en posant les questions sur pourquoi j'étais venu à l'opéra, qu'est-ce qui m'avait poussé même à rentrer à l'école de danse, j'ai retrouvé en moi ce plaisir initial de la belle danse classique, de ces belles lignes, de cette joie de danser sur la musique, dans l'élévation, même si avec les courants artistiques, des fois on peut trouver que ça peut être pas forcément ce qui est le plus à proposer. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de proposer un ballet classique mais d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de faire le pont
entre cette histoire, cette tradition, et l'époque actuelle. Voilà, essayer de où mettre le curseur. Et c'est vrai que c'est une création sur la scène de l'Opéra Garnier. C'est un bâtiment que j'adore, qui m'inspire toujours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas une émotion sur le bâtiment. Et je cherchais aussi à créer une pièce dont vraiment l'Opéra Garnier serait un écrin. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir le foyer de la danse. Et j'aimais aussi l'idée, dans le cadre d'un travail d'aboutissement de cette académie de 13 opéras, d'intégrer cette image iconique du foyer qu'on a dans le défilé, et de créer comme ça un petit clin d'œil avec cette tradition, cette histoire classique et au présent. Et aussi, par exemple, pour la scénographie, j'ai choisi un rectangle de lino blanc pour essayer aussi d'apporter un contrepoint, plus de modernité avec les dorures qu'il y avait autour. Voilà, donc c'est ça qui a présidé à cette envie-là. C'est une pièce qui est plus classique par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui est aussi plus lumineuse, qui s'inscrit dans un moment où j'avais aussi de rendre hommage aussi à des gens qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai vraiment aimé. Par exemple, je pense à John Nemeyer, j'avais fait Yondering à l'école. Avec lui, je me suis rendu compte que même étant dans le corps de ballet, j'ai fait toutes ses créations à l'opéra, jusqu'au Chant de la Terre la dernière fois. Et c'est quelqu'un voilà, qui m'a bouleversé, inspiré. Après, il y a eu la rencontre avec William Forsythe, qui m'a aussi un peu réveillé à 28 ans quand j'ai fait sa pièce et qui m'a permis après de monter sujet après 8 ans. Donc voilà, c'est un moment aussi où j'avais envie de témoigner de tout ça. Et de me dire qu'est-ce que j'ai envie vraiment, si c'est ma seule opportunité à l'opéra, qu'est-ce que j'ai envie de montrer et qu'est-ce que j'ai envie de laisser, entre guillemets, de ce que j'ai compris de l'opéra. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de proposer. Il y avait de vrais contrastes dans la soirée, malgré le format de 30 minutes que vous avez tous choisi pour vos pièces. Et donc après Renaissance, on avait La Passion de la petite fille aux allumettes, pour le dire en français. Vous vous êtes attaqué, Simon Valastro, à une pièce musicale vraiment pas facile à traiter en danse, avec 4 chanteurs, des percussions, une thématique difficile aussi. Vous avez fait le choix de faire participer à la fois les chanteurs et des acteurs au processus. Pourquoi ce choix pour cette pièce? Comment est-ce que ça vous est venu, La petite fille aux allumettes? En fait, j'ai découvert la musique par hasard, presque par hasard. J'étais en train d'écouter un petit peu le répertoire de David Lang, et j'ai tombé sur cette œuvre, et elle m'a beaucoup plu dès le début, en fait. Mais ça, c'était avant même qu'il y ait un quelconque projet, en fait. C'était juste... Donc c'est une idée que j'ai mise dans le tiroir en me disant peut-être un jour j'aurai la chance de mettre en scène cette belle œuvre musicale. Donc quand j'ai su que j'allais devoir faire une pièce à l'Opéra Garnier, je me suis juste dit, voilà, quel est le meilleur projet, le projet le plus adapté à cette soirée, sachant qu'il y a 3 autres chorégraphes, donc il faut un format d'une certaine durée. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai l'Opéra Garnier. J'ai un théâtre extrêmement riche en possibilités, en fait. Et donc, j'ai cru que c'était le moment de sortir La petite fille aux allumettes du tiroir. Et voilà, donc tout est parti à partir de là. Donc, c'était la musique. Donc, bien sûr, après, j'ai pris la décision de mettre en scène les chanteurs. J'aurais pu le laisser dans la fosse, en réalité, puisqu'en plus, dans la version originale de La petite fille de La passion de la petite fille aux allumettes, c'est les chanteurs qui jouent les percussions en même temps qu'ils chantent. Donc j'ai décidé de prendre 2 percussionnistes pour donner plus de liberté aux chanteurs et pour qu'ils puissent évoluer à la fois sur scène et dans la fosse. Mais c'est parti de la musique. Et Bruno Bouchet, Undoing World combine à la fois un travail sur le groupe, sur certains solistes. Vous aviez Marion Barbeau, Aurélien Ouette notamment. On a de la musique sur scène, on a Spinoza aussi, donc derrière. Comment est-ce que ce mélange s'est fait pour vous? Quelle a été l'orientation du projet? Je travaille, on va dire, sur des associations libres. Voilà, c'est un projet qui s'est constitué de différentes pensées. Claire que quand Benjamin Millepied nous a confié ce projet, j'avais envie de me saisir du groupe. Il est vrai que j'ai eu l'occasion de porter des créations, même dans les cadres sur la scène de Garnier, mais avec des plus petites formations. Et j'avais envie de me confronter à l'énergie du groupe. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, j'avais envie de travailler sur quelque chose de la traversée, c'est-à-dire
d'arriver à un point à un autre. Je partais plutôt sur quelque chose, on va dire, de plus classique autour de Dante et de la Divine Comédie. Et puis au fur et à mesure que justement je me confrontais à la réalité de ce projet, je me suis dit que constituer un corps, parce que mon idée c'était de constituer un corps de ballet, aussi travailler avec les pointes pour les filles et tout ça, et que je n'arriverais pas à mettre en place ce projet. Donc je suis parti plutôt sur une énergie du groupe. Et puis bien sûr l'actualité est venue cogner à ce voyage, en fait, à cet exil. Je dirais pas que cette pièce parle de péripéties de migrants. Je pense que c'est plus complexe que ça. Moi, je n'y mets pas que ça, je n'y vois pas que ça. Il y a une interprétation, en tout cas le groupe peut être vu comme cela, mais ça peut être aussi une quête très personnelle, cette pièce. Voilà, ça peut raconter une quête personnelle, voilà, à travers différentes étapes. Et la musique m'est venue d'émotions, voilà, comme le choix de Spinoza. Je trouvais que ce texte de Deleuze venait cogner à quelque chose qui me bouleversait, voilà, et accompagné par un ami écrivain, il m'a encouragé à ne pas avoir peur de mes émotions, voilà, et je suis donc parti dans cette aventure, accompagné bien sûr de 3 interprètes, en tout cas 2 interprètes, Aurélien Ouette et Marion Barbeau, avec qui j'ai longuement travaillé, voilà, et qui porte très bien mes questions, en fait, puisque mes questions passent par le corps, on va dire. Et puis Isaac Lopez Gomez, qui est un tout jeune interprète, mais dont je trouve que l'univers intérieur est très palpable, et il m'a touché par rapport à ça. Et ensuite, là, il y avait vraiment l'envie de travailler sur l'énergie du groupe. Et je me suis rendu compte de l'inertie aussi du groupe dans le travail. Voilà. C'est vrai ? Oui, mais on le sait. Donc autant ça peut découpler les forces, les forces quand tout d'un coup ça se met en mouvement, peut-être. Mais il y a aussi une force d'inertie. Nicolas Paul, vous avez aussi un petit peu travaillé sur le groupe en vous plongeant dans la musique de Josquin des Prés. Pourquoi 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, d'abord ? Comment ? Il faut que j'explique le titre. Vous n'êtes pas obligé, mais la question s'était posée. Je m'attendais à ce qu'elle vienne. Pourquoi ce titre ? Pour avoir la question, en fait, principalement. Enfin, pour le mystère. Non, du tout. Non, pour moi, il n'est pas du tout mystérieux, en fait. Mais justement, je pense que dans le choix du titre, il y a ce goût pour laisser le spectateur libre d'interpréter ce qu'il voit et de ne pas le guider en rien sur une lecture forcée d'images qu'on lui propose, de sensations, de choix musicaux, etc. Donc effectivement, le côté un peu mystérieux du titre, même si moi, il répond tout à fait aux attentes et au cahier des charges que j'avais dans ma tête quand il s'agissait de trouver un titre à ce projet-là. En fait, c'est tiré d'une nouvelle traduction de la Bible qui retraduit un ancien système de mesure. Alors bon, plus récemment, c'était traduit avec les coudées, etc. Mais sans doute que la mesure était encore autre quand on remonte plus loin dans le passé. Hein. Mais j'ai trouvé ça assez drôle qu'au moment d'une nouvelle traduction de la Bible, on s'amuse à traduire le système de mesure aussi avec autant de précision. Alors, ça ne pouvait pas être 7 mètres, c'était 7 mètres et demi. Et donc, il semblerait que ça soit la hauteur que l'eau aurait atteint au moment du déluge par-delà les montagnes. Évidemment, c'était un clin d'œil à la thématique du déluge qui, à mon avis, s'impose quand même relativement par rapport au travail vidéo qui a été fait sur la pièce. En même temps, c'était une façon de ne pas l'évoquer directement parce que, en rien, ma pièce n'est un travail sur et uniquement sur cette thématique-là. C'est une des voies de lecture que j'ai essayé de garder en tête au cours de la conception de la pièce, mais je ne voulais pas du tout privilégier cette lecture-là à aucune autre que le public pourrait être amené à faire, de ce que j'essaye être surtout un parcours de sensations, d'émotions, de moments dansés qui doivent rester libres de lecture pour les personnes qui le voient, quoi. Voilà, pour ce qui est du titre, je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, quoi.
On perçoit beaucoup d'influences dans cette soirée, des plus classiques aux plus contemporaines, qui sont peut-être liées, et ce serait bien naturel, au répertoire aussi que vous avez connu en tant que danseur, tous. Vous avez évoqué certains noms, dont William Forsythe, parmi vos influences personnelles. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à la technique classique et par rapport au travail que vous voulez faire parcourir aux danseurs classiques que vous aviez en face de vous? Moi, ma proposition, c'était celle d'un ballet classique d'aujourd'hui, c'était de savoir comment faire vivre au présent cette tradition, en tout cas proposer une tentative de réponse. Et par exemple, Forsythe, moi, une phrase m'avait marqué, il disait « It's a big discussion ». Vous ne vous posez pas les questions, ne vous auto-jugez pas, c'est une grande discussion. Un chorégraphe propose quelque chose, un autre répond par une autre pièce, un autre objet, et c'est quelque chose qui se construit comme ça. Donc voilà, après on fait ce qu'on peut, on donne le maximum, c'était ma proposition. Évidemment nourrie de toutes les langues chorégraphiques que je parle après 17 ans en tant qu'interprète à l'opéra. On n'est pas neuf non plus, on est traversé par tous ces savoir-faire. Et en même temps, c'est un bonheur de les traverser. Et qui d'autre peut utiliser ces vocabulaires-là, sinon nous, qui les maîtrisons? Donc il y avait cette idée aussi, pour moi, de me dire, voilà, je maîtrise la danse classique, je sais l'écrire, je comprends aussi les méthodes de pensée de chorégraphes que j'aime beaucoup, et j'ai essayé, à ma manière, de mobiliser ces savoir-faire-là. Et ce qui était étonnant, c'est qu'au début, j'avais un petit peu peur. J'adore William Forsythe, c'est quelqu'un que j'admire, mais profondément. Et j'avais peur d'aller encore plus dans son sens. Et finalement, le fait de parler avec lui, avec tout le respect qu'il a, et de manière très large, en fait, m'a permis de faire réémerger une forme de romantisme que j'avais quelque part et que je ne me permettais pas parce que j'avais l'impression que, par exemple, ces lumières un petit peu brutalistes comme ça étaient une forme de passage obligé aussi dans la manière d'éclairer, par exemple, ou de mettre en scène. Et finalement, je me suis permis de revenir vers une forme de maximalisme, par exemple, j'ai utilisé le foyer, les dorures, des lumières très chaudes, tout un tas de travail, des costumes étaient très ouvragés. Voilà, c'est quelque chose, c'est quand même un effet inattendu, en fait, de cette collaboration, enfin, à titre personnel, que j'ai eu avec Forsythe. Voilà. Je ne sais pas qui veut rebondir. Nicolas, peut-être, votre approche est assez différente sur le plan chorégraphique. Comment vous vous positionnez par rapport à cette technique classique avec laquelle vous travaillez en ayant des danseurs qui la pratiquent? Je crois que je vais avoir du mal à répondre à cette question-là. En fait. Déjà, moi, je me perçois comme quelqu'un de formation classique, en fait. Donc, je sais que mon travail est perçu plus souvent, en tout cas au sein de la maison, comme allant vers la danse contemporaine. C'est vrai que mon parcours fait que j'ai dansé beaucoup de pièces contemporaines dans la compagnie. Maintenant, j'ai fait aussi l'ensemble du répertoire classique au sein de la compagnie. Ma formation, elle est strictement la même que celle de mes collègues, enfin, si ce n'est Simonet qui a un parcours différent d'une autre. Chaque parcours est singulier, mais j'entends. Voilà, Bruno et moi, on est passés par l'école de danse, Sébastien aussi en partie, mais voilà. J'avoue que je me pose plus du tout la question de savoir... mais c'est pareil quand je regarde un spectacle, en fait. Je regarde si ça me plaît, si ça me touche, si ça me parle. De savoir si c'est basé sur un vocabulaire classique ou pas, si ça doit être étiqueté par ci ou par ça. Franchement, je me pose plus cette question-là, en fait. Des fois, je ressens le besoin d'avoir une écriture plus académique parce que telle opportunité ou telle situation me font percevoir que mon besoin de sincérité du moment est d'aller vers ça. À d'autres moments, le langage est plus distancé de cet académisme-là, mais non, je crois que maintenant, ça fait presque 20 ans que j'essaie de développer un langage que j'espère être le plus personnel possible, même si, évidemment, tant que le parcours d'interprète est présent, la mémoire du corps fait que tout ce qu'on danse pendant l'année reste présent.
ça, c'est peut-être intéressant pour la discussion. Je me suis rendu compte aussi qu'au moment de chorégraphier, tant que j'étais encore interprète, le moyen d'accéder à un langage dont je rêvais ou qui me paraissait être celui dont j'avais besoin passait par le fait de ne plus m'impliquer physiquement. Ce qui, moi, me coûte énormément, c'est-à-dire que j'ai toujours eu tendance à montrer beaucoup les pas et à les élaborer sur moi, etc. Et je me rends compte que plus je me mets à distance et moins... en gros, plus je reste assis sur ma chaise pour chorégraphier, et mieux c'est, quoi, en fait. Donc, finalement la chorégraphie, j'essaie de la transmettre verbalement, d'essayer de faire comprendre ce que je recherche. Alors, évidemment, pour l'instant, je suis incapable de faire une chorégraphie en étant assis sur ma chaise de A à Z. Il y a toujours une bribe de transmission, enfin une bribe plus qu'une bribe. Mais en tout cas, je ressens que... mais je crois que ça répond un peu à cette question-là, en fait. C'est que je pense que le langage académique, bon, d'accord, c'est une école, c'est une tradition. Après, il y a plein d'évolutions, plein de voies différentes. Il y a maintenant toute une tradition de danse contemporaine très très établie qui est tout aussi académique, en fait. Et puis avec aussi différents courants et différentes façons de voir, différents langages. Voilà, j'ai l'impression que, pour ma part, ce qui tient à cœur, c'est pas tant de me poser la question du regard que je porte sur l'un ou sur l'autre, mais comment écrire ce dont j'ai besoin pour communiquer ce que j'ai besoin de communiquer. Voilà. Bruno et Simon, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question, sur la question de la mémoire du corps, par exemple. Oui, non, moi, par rapport à mon approche à la danse classique, je voudrais dire que... en fait, j'ai une formation classique et j'ai l'intention de me servir de ce langage. Après, je n'ai pas envie, je ne souhaite pas l'utiliser tel quel, ça c'est sûr. J'ai envie d'en faire autre chose, mais j'ai bien envie de puiser là-dedans. Et lorsque j'ai fait la chorégraphie pour le CNSM, je me suis rendu compte à quel point on a compartimenté la section classique et contemporaine. Donc en fait, il y a deux mondes parallèles au conservatoire notamment, mais j'imagine dans les autres écoles aussi, où il y a des danseurs avec le ventre bien relâché et les pieds noirs, parce qu'ils font tout à pieds nus, et puis d'un autre côté, des petits soldats avec les cheveux bien tirés, et bien coiffés, et en fait, les uns sont incapables de faire ce que font les autres, et en fait, ça ne correspond pas vraiment à la réalité en plus des compagnies d'aujourd'hui, puisque aucun théâtre aujourd'hui ne fait que du ballet classique, il me semble. L'inverse, oui, c'est possible, mais les vraies compagnies qui ont un répertoire très varié, oui, ça demande de savoir un peu tout faire. Donc je ne comprends pas qu'il y ait autant d'écart entre les deux sections. Oui, au bémol près que c'est quand même un des lieux qui est à la fois peut-être sous le même toit maintient ces deux cursus très à distance l'un de l'autre, comme dans un espèce de cloisonnement comme ça, et en même temps on voit bien à quel point ce cloisonnement, dans les deux cursus, individuellement, les gens n'ont qu'une envie, c'est que cette cloison tombe, parce que combien de danseurs en formation classique passent leur temps à passer leur nez au cours de contemporain, à essayer des choses avec des copains qui sont en cursus contemporain. Enfin, je trouve que c'est, moi des endroits où je suis allé chorégraphier, c'est peut-être un des endroits où j'ai ressenti le plus cette envie de dépasser ce clivage, quoi. Après, dans certaines compagnies professionnelles, oui, mais en tout cas... mais peut-être moins partagé, en fait. J'ai l'impression qu'au CNSMDP, il y a vraiment cette envie, en tout cas moi ce que j'ai ressenti chez les élèves à l'époque où j'y suis allé, c'était vraiment cette envie de partage de discipline, et voilà, même si effectivement les cursus sont totalement séparés. Donc je trouvais ça assez finalement symptomatique de voir que c'était dans le même lieu, que c'était le plus formellement scindé et comment dire, ça se développait en parallèle complètement, et en même temps c'est peut-être dans ce lieu-là qu'il y a le plus d'envie de casser la cloison, quoi. Peut-être en quelques mots, vous êtes à des stades différents pour certains d'entre vous de votre carrière et de votre
passage au sein de l'Opéra de Paris. Bruno Boucher, vous avez été nommé directeur du Ballet du Rhin et vous quittez la compagnie à la fin de la saison. Pour d'autres, soit vous revenez directement à la danse, soit vous continuez en parallèle sur d'autres projets. Comment est-ce que vous envisagez après ces créations, pour Garnier, comment est-ce que vous envisagez la suite en tant que chorégraphe, en tant que danseur chorégraphe? Est-ce que ça a changé votre rapport à la danse, ce travail? Moi, en tant que créateur, que je sois programmé ou que je ne sois pas programmé, j'ai ce désir, cette nécessité, ce plaisir de chorégraphier. Donc je trouverai toujours des manières d'y répondre, que ce soit par des mini-films, un spectacle dans un petit théâtre, une performance dans une galerie d'art ou quoi que ce soit. Après, moi je me sens un peu dépendant aussi de la programmation, c'est-à-dire que les programmations, les commandes que je reçois orientent et font quelque part démonstration de ce désir et de ce travail-là. Après, moi, j'aimerais pouvoir continuer à faire en parallèle les deux, comme j'ai fait depuis 10 ans. Ça demande beaucoup de travail, c'est très difficile de passer de quelque chose qui est très cérébral, comme quand même la chorégraphie, au métier d'interprète. Il faut savoir aussi reprendre sa place quand on est face à un autre chorégraphe, alors que quand on est chorégraphe, on a mobilisé des capacités de réflexion, des mécanismes d'analyse qu'il faut aussi mettre en veille pour permettre à un autre chorégraphe de lui-même les mobiliser. C'est quelque chose qui doit se maîtriser. Il y a aussi un temps pour tout. C'est vrai que là, en 2 ans, ça a été beaucoup de création finalement. Le CNSM, le Palais de Tokyo, la grande scène, c'est très court dans un temps aussi rapproché. Donc moi, j'ai envie de prendre un petit peu de temps aussi pour analyser ce que j'ai fait, voir vraiment ce que j'ai envie, quel fil j'ai envie de tirer dans ce type de travail et comment voir la suite. Après, ça dépend aussi des opportunités et des sollicitations extérieures, même si après, en tant qu'artiste créateur, on a cette nécessité qui nous poussera de toute façon à continuer, programmer ou pas programmer. De fait, est-ce que les propositions arrivent plus une fois qu'on a été programmé à l'Opéra de Paris? Est-ce que vous avez des projets qui arrivent? Je sais que tout le monde n'est pas dans le même cas là, mais est-ce qu'on vous a appris aussi à démarcher des compagnies, à aller voir des programmateurs? Quel est votre rapport à ça? J'ai la chance de connaître un peu le terrain de tout ça, et je pense que ce n'est pas au chorégraphe de démarcher. C'est déjà tellement compliqué d'être créateur. Et le cadre, là on ouvre plein de débats qui sont très longs, qui seraient des chantiers très longs à mener sur justement la formation des danseurs académiques, sur le devenir de cette formation dans la création, et puis là sur l'après, c'est-à-dire l'après. Il me semble que dans la pertinence aussi de cette académie, et moi je m'intéresse aussi, bien sûr, là je parle plutôt en tant que directeur d'un ballet national, j'ai été beaucoup voir ce qui se fait en Europe, puisque mon projet est aussi européen, et il y a, je veux dire, on peut regarder quelques modèles, il me semble, comme le Stuttgart Ballet, je veux dire, qui depuis presque 20 ans, les plus grands chorégraphes qui travaillent avec des danseurs de formation académique sortent du Stuttgart Ballet. C'est pas par magie. Le NDT aussi, qui même s'il déploie, on va dire d'une autre façon, des danseurs qui à la base sont de formation académique. Et on voit combien ça peut marcher. Moi, je me suis beaucoup intéressé. J'ai été voir des travaux plus ou moins ratés de chorégraphes qui sont portés par l'institution. Voilà. Donc on permet aux chorégraphes, sur un laps de temps, je veux dire, de leur laisser aussi le temps de porter leur travail, de se tromper, d'être encadrés aussi. Et il me semble que c'est justement, surtout dans le... Moi j'ai la grande chance d'être aussi directeur d'un centre chorégraphique national en même temps, donc j'ai apporté aussi la production de compagnies indépendantes. Je vois combien c'est compliqué par rapport à justement aussi le fait de cette crise qui fait que les moyens sont moindres, que c'est compliqué pour aussi ces jeunes créateurs de porter leur travail. Donc ils sont encadrés par des administrateurs, par des choses comme ça. Il me semble que, connaissant en plus ce clivage contemporain, classique, que c'est vraiment, et c'était toute la pertinence de cette académie, c'est à l'institution de soutenir ces artistes. Et là, comme je vous dis, là on est trop tôt pour savoir
quel retour va y avoir de ces créations. J'espère qu'il y en aura pour chacun. Moi, mon avenir, j'ai une grande chance. Les planètes se sont alignées, les calendriers est tombé comme ça, donc c'est une grande chance. Je vais pouvoir aussi porter mon travail de chorégraphe au sein de cette très belle compagnie. Je crois qu'il y a une vraie réflexion là-dessus pour porter en tout cas des créations du 21e siècle avec des artistes de formation académique. Je sais qu'on a lancé beaucoup de débats très longs avec certaines questions qu'on n'a pas le temps de tout couvrir, et je veux garder du temps aussi pour vos questions. Peut-être une toute dernière question en 2 mots. Est-ce que vous regrettez tous la fin annoncée de l'Académie chorégraphique d'abord, et est-ce que vous pensez qu'il pourrait être bon de la continuer sous cette forme ou sous une autre forme avec d'autres moyens? Quel est votre avis sur cette question, en quelques mots? Moi, je veux bien poursuivre. Moi, je pense je pense qu'il y a un temps d'observation aussi par rapport à la nouvelle direction qui vient d'arriver, de pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants d'une organisation comme celle-ci qui n'est pas des moindres. Et qui est la question, c'est ces artistes. Il y a aussi toute une organisation qui sont aussi des interprètes. Voilà, donc tout ça, je pense qu'il y a un temps d'observation. Je ne pense pas que la décision elle soit définitive. Après, c'est pas à moi de parler de ça. Elle n'a pas été énoncée comme définitive. Oui, d'où ma question sur le prolongement potentiel, parce que pour le moment, ça n'a pas été renouvelé. Mais je pense, en même temps, il y a aussi eu l'intelligence de Benjamin Millepied, ça a été de regrouper sous une entité des choses qui se faisaient déjà. Comme Sébastien l'a souligné, nous, on a eu la chance, Brigitte Lefebvre nous a confié des soirées qui étaient hors saison, mais qui étaient sur la scène de Garnier. Et c'était une façon d'appréhender les équipes techniques, c'est une façon d'apprendre, c'est un vrai apprentissage. On travaille sur le tas. Donc, je pense que les choses ont été lancées, et je pense qu'il y a un temps d'observation, et que, bien sûr, je pense que pour inventer le ballet de demain, je pense qu'une académie de chorégraphie, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment? Oui. Je peux me joindre à ça. Je trouve que c'était une excellente idée de la part de Benjamin Millepied, qui n'a pas pu être développée. Maintenant, oui, j'aimerais qu'il y ait une suite à cette académie, mais avec une réflexion sur comment l'organiser. Parce que c'est vrai que pour moi, le plus difficile a été de concilier mon travail de danseur et d'académicien chorégraphe. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le considérer comme un congé formation? Plutôt, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr que ça a été difficile de concevoir ma pièce tout en dansant en même temps. Autre commentaire, Nicolas ou Sébastien, ou une autre question? Non, moi je m'interrogeais juste, mais c'est une pensée qui me vient là en entendant Bruno et Simonet répondre. Et je me demandais dans quelle mesure l'académie n'était pertinente que pour les gens qui aspiraient à devenir chorégraphes. En fait, j'ai l'impression peut-être que la maison gagnerait aussi quelque chose à imaginer que cette académie de chorégraphie, c'est aussi un nouvel espace de formation pour les danseurs qui ne sont pas forcément habités du souhait de devenir chorégraphe, mais juste à titre informatif aussi, ou pour l'avoir ressenti, pour en avoir fait l'expérience une fois, et pour nourrir aussi leur carrière d'interprète. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui pourrait être vraiment nourrissant pour l'interprète aussi. Parce que combien de fois j'ai entendu des collègues dire « Ah, le chorégraphe, qu'est-ce qu'il fait? Là, je ne comprends pas. » Alors que bon, en fait, le chorégraphe, il est là, oui, certes, dans le studio, souvent, et c'est celui qui prend les décisions, qui donne l'impulsion, qui engage la direction, etc. Mais c'est aussi celui qui doute, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui... Enfin, pas seulement, hein, je veux dire, évidemment, à la fin, c'est quand même l'interprète qui est en scène et il supporte tout à fait sa part de risque et de doute. Voilà, je trouve que justement, peut-être cette expérience
si ce n'est de prendre conscience comment le tout se monte, comment une pièce se monte au sein de la compagnie. Je crois qu'il y a plein de danseurs qui ont passé leur carrière à l'opéra sans savoir que voilà, il y avait des réunions techniques en amont des pièces, qu'il y avait des choses qui étaient décidées, que ça a des conséquences sur leur temps de répétition, que ça a des conséquences sur le temps qu'on a en scène, qu'il y a des décisions qu'un chorégraphe a dû prendre en amont des répétitions qui sont peut-être pas les meilleures, et il y a quelque chose dans le projet qui était erroné au départ, mais qui doit assumer. Et peut-être que d'avoir accès à ce calendrier-là pour les danseurs, ça serait assez intéressant, je pense. Bon, je veux ouvrir peut-être à vos questions, prendre encore un peu de temps, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite ou... Oui. Bonsoir à tous les quatre, je voulais vous féliciter, c'était vraiment magnifique. Dans votre discours, on entend le côté peut-être un peu laborieux au départ, beaucoup de doutes. Je remarque effectivement la solitude du chorégraphe qui doit amener, nourrir et entraîner tout un tas de danseurs, ce qui n'est pas évident parce que les danseurs, ils arrivent, ils engrangent, et puis n'empêche qu'il faut vous nourrir pour les nourrir derrière. Ce n'est pas forcément un travail évident. Et je suis extrêmement surpris du doute, de l'inquiétude même, vis-à-vis du résultat que nous on a vu. Enfin, moi j'étais à la salle la semaine dernière et je me suis absolument régalé. Et de l'ampleur, c'est-à-dire que c'est pas qu'une chorégraphie, c'est une chorégraphie, c'est presque, enfin c'est de la mise en scène, quoi. Je pense à votre pièce, Simone, il y a des chanteurs, des musiciens, le danseur n'est pas que danseur, il est comédien, enfin, c'est une machinerie énorme, la vôtre aussi, avec ses filets, avec les costumes. Enfin, voilà, c'est un travail extrêmement riche. Je voulais savoir, vous, en chorégraphe, et cette expérience qui est quand même assez puissante dans une maison à laquelle vous êtes extrêmement attaché, et voilà, vous avez donné quelque chose de fort. Comment vous vous sentez après ça, après 4 ballets? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous vous sentez plus légitime? Est-ce que ça vous donne envie de continuer? Voilà, comment vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, après ces 4 soirées-là? Ils sont mieux. En parlant du doute, c'est vrai que j'ai beaucoup douté tout au long du processus, mais je pense que je suis ravi d'avoir douté autant, en fait. Parce que se contenter du premier jet, je pense que on va droit dans un mur, quoi. Voilà. Donc ça a été, oui, beaucoup de doutes, surtout dû au manque d'expérience, parce que je savais pas trop où j'allais, à vrai dire. Et ce que je ressens maintenant, c'est une énorme satisfaction, en fait, d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout et d'avoir pu constater que les danseurs étaient avec moi, et tous les retours positifs que j'ai eus, bien sûr, ça fait du bien et ça donne envie de continuer, parce que malgré le doute constant tout au long du processus de création, il y a eu un énorme plaisir, mais vraiment énorme. C'est incroyable, même un plaisir que je n'ai jamais ressenti en tant que danseur, donc c'est assez perturbant, quoi. C'est du vrai plaisir à créer, donc j'ai envie de continuer. Non, oui, l'envie de poursuivre, voilà, l'envie de poursuivre. La satisfaction, je ne sais pas, c'est très complexe. On est dans un processus où à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on voit non plus, entre l'imaginaire et la réalité. Peut-être la difficulté de ce processus, c'est que les choses sont arrivées très très rapidement, donc pas de recul en fait. La place du doute, justement, il fallait quand même trancher très très rapidement sur certaines décisions, et comme le disait Nicolas, ce serait bien que des fois les danseurs connaissent le processus, en fait, et savoir qu'à un moment donné on s'engage, il y a un choix à faire, et on n'a des fois pas le droit à l'erreur, en tout cas sur certaines déterminations. Mais quand j'ai commencé la chorégraphie, je me suis dit, je fais cette pièce, voilà, je l'ai, et puis voilà, ça sera ça, et puis après c'est terminé. Mais en fait c'est un fil qu'on tire, et puis c'est infini. Mon réel plaisir, il est dans les studios, voilà, travailler avec les danseurs. Parfois, j'ai beaucoup de mal on va dire, à mettre quand tout d'un coup l'artifice, ce que j'appelle l'artifice de la scène, c'est-à-dire les décors, les costumes,
viennent tout d'un coup. J'ai l'impression que ça peut tout décaler de cette espèce de vérité qu'on était en train de trouver sur le studio. Et c'est en ça où il y a une histoire aussi de temps, de besoin de temps. Mais je crois que, voilà, après, en tout cas, je ne pensais pas être capable de mener ce projet à bien, voilà, de cette manière-là. Donc la satisfaction, elle est là, elle me rassurait de cela, en fait. Après je sais pas. Oui, mais par exemple, moi j'essaye de pas trop satisfaire ou de m'auto-juger dans ce travail-là, puisque nous on est là en tant que créateur, on est là pour proposer. Et moi il y avait 2 phrases qui m'ont beaucoup aidé aussi à me positionner par rapport à ça. C'était une phrase de Yves Bonnefoy qui disait qu'une création aboutie, c'était pas tant une finalité qu'une manière d'inviter les autres à poursuivre la recherche. Et nous aussi en tant qu'interprète, une création c'est une manière de continuer à rechercher, à travailler, à proposer, à explorer. C'est pas une finalité en soi, une création en amène une autre. Et il y avait aussi une autre phrase qui fait partie de des choses qui me comptent beaucoup pour moi, c'est la lettre de Martha Graham à Agnès 2000, où elle lui dit, en gros, keep the channel open. Elle disait, on a tous en nous une voix unique, forgée par notre parcours, et cette voix-là, on ne doit pas nous-mêmes se juger, on doit proposer. Il y a des gens qui jugeront, qui sont là pour ça, le public partagera ça, mais nous, en tant qu'artistes, on doit laisser libre cours à notre voix, unique, intime, qui à un moment donné dans l'espace et le temps, et on doit la proposer, la laisser se divulguer. Et après, la satisfaction, le jugement, la réussite ou non, elle nous échappe un petit peu. Mais ce qui est le plus intéressant, le plus important en tant que créateur, c'est de pouvoir avoir la chance de donner cette petite voix qu'on a. Oui, mais vous ne pouvez pas faire sans le ressenti du public. C'est-à-dire vous offrez ça à une audience, l'audience, elle réagit. Et, moi, je n'étais pas là les 4 soirs, mais le soir où j'étais là, je crois qu'on peut appeler ça un triomphe. Donc, j'imagine que ça doit... C'est toujours très relatif, en fait. C'est très relatif, parce que bien sûr, il y a les applaudissements, et bien sûr, on est très heureux, on attend ça. Et puis, il y a des retours plus ou moins positifs, vous savez. Moi, j'ai des retours très violents sur ma pièce. Très, très violents. De haine. À la fois, c'est le travail du créateur. De haine. Donc, de haine. Donc après, bien sûr que on va dire la vérité est personnelle, et on est dans cette quête de quelque chose. C'est une quête qui continue, en fait. Voilà. Continue. Et puis voilà, on trace la route, quoi. Et moi, par exemple, le mardi, le jour de la première, à 16h, quand la répétition s'est terminée, j'ai eu le sentiment de sortir de ma pièce. C'est-à-dire que maintenant, il n'y avait plus de moment avec les danseurs, c'était eux qui allaient se maquiller, qui allaient aller en scène, qui allaient le présenter, le public moi, j'allais être spectateur de ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je sortais de cette année et que je passais dans un autre moment, et que j'allais devoir réécrire autre chose, me réinventer, poursuivre. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, un moment de détachement. À un moment donné, la pièce, elle part et elle a sa propre vie toute seule, et que nous, on n'est que spectateurs. Donc, c'est vrai que moi, le moment du spectacle, que ça marche ou que ça marche pas, finalement, mon travail, il est avant. Donc, la remise en question, elle est plus sur ma capacité d'agir dans le moment de la répétition et dans mes choix que j'ai fait avant. Mais une fois que le spectacle est lancé, après, il y a aussi des salles très différentes. Entre la première, par exemple, moi, il n'y a pas eu un applaudissement du début à la fin, il n'y en a eu qu'à la fin, et à la dernière, où les gens ont applaudi quasiment à chaque entrée-sortie. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'il y a une atmosphère, une énergie de salle, un moment, même la température, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est complètement immatériel et qui nous échappe aussi. Voilà. Est-ce que on peut passer la parole à quelqu'un d'autre? D'autres questions de votre part, pour eux 4 ou pour l'un d'entre eux d'ailleurs? Ou une réaction? Ou peut-être que vous avez tous très chaud. Oui, oh pardon. J'étais assez marquée par l'idée que plusieurs d'entre vous ont évoqué d'avoir l'impression de redevenir un apprenti, ou cette idée qu'il y a à gagner en chorégraphant au-delà de la volonté de chorégraphier. Et suivant cette idée, je me demandais ce que vous aviez appris ou découvert sur vous-même en tant que danseur, mais aussi en tant que personne. Les 4 œuvres qu'on a pu voir étaient très très différentes et semblaient tout forcément entre ethos et praxis, c'est très personnel, mais vous avez dit notamment, Bruno, que vous avez chorégraphié en écrivant et finalement vous avez fait danser sur une lecture.
pas anodin. Et donc je me demandais à quel point voilà, vous avez découvert des choses au-delà du chorégraphe. Nicolas? C'est sur moi que cette qu'est-ce que j'ai appris sur moi sur cette pièce-là? En fait, je crois que en fait, j'y réfléchissais avant. Je vais rebondir sur la question d'avant parce qu'on parlait de la satisfaction. Moi, personnellement, je suis pas très doué pour parler de la satisfaction personnelle, mais je vais essayer. En fait, je crois que ce qui me satisfait le plus, c'est d'avoir senti que c'était peut-être la première pièce que je chorégraphiais où je lâchais prise par rapport aux danseurs. Je crois que c'est la première fois que j'ai perçu, et sans doute plus grâce à eux que parce que ce que moi j'ai entrepris ou fait, mais où j'ai perçu que eux se sont appropriés ce que je leur demandais bien au-delà de ce que j'en escomptais en fait. Et je pense que si je dois en retenir quelque chose de cette pièce-là, indépendamment du projet artistique, de la satisfaction d'avoir abouti le propos ou d'avoir des retours, enfin bon, tout ça, de toute façon, franchement, 5 ans après, on a fait d'autres choses, on est passé à d'autres choses, c'est tellement vite remis en question et re-questionné déjà de par notre envie d'aller plus loin. Donc de toute façon, la pièce qui nous plaît, si elle a la chance de nous plaire au moment où elle éclot, 6 mois après, on la trouve totalement bancale, on y voit des défauts partout. Enfin voilà, je veux dire, c'est heureusement, hein, sinon voilà, si on avait l'impression d'avoir abouti vraiment quelque chose, je crois qu'il n'y a pas grand sens à y retourner. Hein. Mais oui, par contre, dans la relation aux danseurs, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait enfin, de ma part, une capacité à juste à leur faire confiance, en fait. Alors, pas que je leur faisais pas confiance avant, mais que je me faisais pas suffisamment confiance à moi pour ne pas me dire que j'en avais dit suffisamment pour que eux en fassent quelque chose, quoi. Et ce dialogue-là, et en fait, de laisser ce suspens dans le dialogue à un moment donné pour que eux puissent faire ce qu'ils savent faire le mieux, quoi. Ouais, ça pour moi, je crois pour le coup, je ne sais pas ce que je penserai de la pièce dans 6 mois, mais je sais que cette sensation-là, je m'en souviendrai dans 10 ans. Ça, j'en suis sûr. Les autres voulaient rebondir sur ce que vous avez appris? Personnellement, j'ai pris conscience du fait que être chorégraphe ne signifie pas juste travailler dans les studios avec les danseurs. Donc créer des pas, ça ce n'est qu'une partie du travail. J'ai fait rénover mon appartement il y a 4 mois. Et vous allez vous demander pourquoi je parle de ça. J'avais un maître d'œuvre, Sacha, super. Il avait son plombier, il avait son électricien, son maçon, voilà, il avait ses hommes. Et il était au milieu de son équipe et il planifiait tout. Il faisait son planning et il faisait en sorte que son équipe puisse faire son travail, chacun avec sa spécialisation pour mener le projet à bon terme, donc la réfection de mon appartement. Et j'ai vraiment, il y a un jour où je me suis rendu compte pendant la conception de la pièce, et je me suis dit, en fait, je suis Sacha. Je suis un maître d'œuvre. Je passais mes journées. Bon, il se trouve aussi que mon projet demandait aussi ça. Peut-être que ça dépend aussi du type de pièces qu'on fait, mais je passais mon temps à courir à droite et à gauche comme une souris de l'Opéra Garnier, à voir les différents corps de métier. Donc à l'atelier costume, Dominique, alors ok. Après je courais aux accessoires, Daniel, montre-moi la table. Puis je courais à la neige et voilà, c'était super intéressant. Je ne faisais que courir en fait. J'ai fait beaucoup d'escaliers. Non, voilà, tout ça pour dire que être chorégraphe, ce n'est pas juste faire des pas. Ça, c'est ce que j'ai appris avec cette création.
Oui, moi par contre, à titre personnel, ça a été au-delà du travail de la chorégraphie, c'est la gestion de projet. C'est vrai qu'à la base, j'avais conçu le cœur de ma pièce autour d'un solo qui devait être fait par Mathias Eman, qui s'est fait une entorse sur un pas complètement anodin 2 jours avant la première. Donc ça a été un drame parce que ça faisait 1 an que je rêvais cette pièce autour de lui. C'était sur le moment où c'est la cadence du violoniste et j'avais fait un solo vraiment sur les capacités même de Mathias. Il n'avait pas de remplaçant, parce qu'il n'y avait que 4 spectacles. C'était vraiment le pilier, même pour les autres aussi, c'était magnifique. On avait beaucoup d'émotions à le voir en répétition. Et ça a beaucoup déstabilisé le groupe aussi quand il s'est blessé. Et il a fallu que le lundi, le jour de la générale, on se répartisse ses parties. Donc Onek Bozar a pris un de ses duos, Hugo Marchand un autre, Pablo Logaza a fait le solo. Enfin, et ça a été un moment donné où j'ai senti qu'il fallait que je sois aussi à la hauteur des autres danseurs, que je les tienne, que je les encourage, que je les emmène à continuer l'esprit de groupe de cette pièce au-delà de cette mésaventure, qu'il fallait pas que je montre aussi ma peine et ma déception, parce que ça arrive, ça fait partie du métier. Mais ça, j'étais confronté à ça, même quand il s'est blessé, on a pris 10 minutes, il a fallu continuer la répétition. Et ça, humainement, ça a été quelque chose de fort, et je ne savais pas forcément que j'aurais pu le faire, donc j'étais content de ça. Et au-delà de ça aussi, ça a été la gestion de la collaboration avec les costumes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier M. Cassed et Pascal Rioux qui m'ont permis d'établir cette collaboration avec la Maison Balmain. Ça a été beaucoup de travail, de moments d'échange, d'organisation. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que danseur, je n'avais jamais été confronté. Donc ça a été aussi un apprentissage au-delà même de l'écriture chorégraphique du studio. Voilà, donc ça a été très particulier. On a pris un peu plus d'1 heure et je crois que vous avez peut-être besoin de rafraîchissement. On va peut-être conclure ici. Je suis désolée, il y a beaucoup de choses à couvrir et ils étaient 4 avec moi ce soir, mais ils sont encore là. Il y a un petit buffet qui vous attend donc, à la sortie. Merci à eux 4, à tous d'être venus et à vous tous d'être venus les écouter. On leur souhaite une belle et longue carrière de chorégraphe. Merci.